Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille dans une voiture qui n'est pas à moi, c'est la voiture de mon papa. C'est une voiture qu'il a depuis 1978, c'était une première main quand il l'a acheté, 78, donc il avait 25 ans à l'époque. Donc c'est une Panhard PL17 de 1961, modèle grand standing, qui est totalement dans son jus. Alors pour la petite histoire, la voiture, elle avait une couleur un peu spécifique à l'époque parce que dans les années 50-60, les voitures étaient soit bleues, soit grises, soit noires. Et cette voiture, elle est jaune pamplemousse. Voilà. Donc là, je vous fais entendre le bruit du moteur. Donc c'est un bicylindre à plat, comme beaucoup de Panhard étaient équipés, hein, presque toutes. Donc c'est un 850 cm3 qui fait 50 chevaux. Et cette voiture, extérieurement, ressemble beaucoup à ma Dina. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur la communauté, je vous ai déjà fait quelques posts sur ma Dina. Donc la Dina en alu. La PL17 reprend la cellule du milieu et l'avant et l'arrière ont été modifiés. Donc cette voiture à l'époque, on a un bicylindre de 850 cm3 qui développe 50 chevaux. Aujourd'hui ça peut faire rire, mais à l'époque une 2 chevaux c'était un bicylindre de 375 cm3 et ça développait 17 chevaux. Voilà. Donc la PL17 était vendue pour rouler à 130 km/h comme la Dina et avoir 6 vraies places. Mon papa a toujours été passionné de la marque. Quand il était petit, ce qui le faisait rêver, c'était de voir passer ses Panhard devant chez lui. Donc quand il a eu l'âge du permis et l'âge d'en acheter, il a acheté plusieurs Panhard, notamment celle-ci, la première. C'est un peu le parallèle avec moi, ma première GTI, la GTI blanche. Voilà. Donc ça fait quand même un sacré paquet d'années que cette voiture fait partie de la famille. Moi je l'ai toujours vue dans un garage ou autre. Quand j'étais petit, elle roulait pas, elle était stockée à la maison et mon père l'a remis en route dans les années 2000 et c'est vrai que il roule très peu avec, mais ça fait toujours plaisir de le revoir. Aujourd'hui c'est un membre de la famille à part entière, donc aujourd'hui c'est un plaisir et un honneur de pouvoir rouler avec parce que mon père laisse rarement ses véhicules entre d'autres mains. Donc voilà. Donc je vais vous faire après une vue extérieure de la voiture. Elle est 100% d'origine, elle n'a jamais été restaurée. Pour une voiture qui a 60 ans cette année, elle est quand même bien conservée. Vous entendrez le bruit caractéristique du 2 cylindres à plat Panhard. Donc ça fait un bruit de crécelle. Voilà. Panhard c'était une marque avant-gardiste à l'époque et on va dire que les voitures étaient en avance sur leur temps. Donc elles étaient souvent décriées à l'époque comme des voitures peu fiables. C'est le contraire, c'est que c'était des voitures vachement en avance. Mais il fallait faire un peu d'entretien. On ne faisait pas d'entretien sur une 2 chevaux ni une 4L à l'époque, c'est pas grave, ça roulait quand même. Une Panhard, ça nécessitait beaucoup d'entretien, enfin pas beaucoup d'entretien, mais d'être bienveillant sur certains points, notamment les échappements. Les échappements à l'époque faisaient pas long feu parce que c'était des échappements en acier qui n'étaient pas traités. C'était pas la tôle Galva comme aujourd'hui. Et les moteurs refroidis par air condensent beaucoup plus, donc les échappements au bout de 2 ans ils étaient morts. Et toute la tuyauterie d'échappement que vous verrez tout à l'heure quand je vous ferai, j'ouvrirai le capot. En fait, si vous avez une fuite dans l'échappement d'une Panhard, c'est clair, vous allez griller une soupape peu de temps après. Après, c'est des moteurs qui sont montés pas sur des coussinets mais sur des roulements. Donc normalement, la partie mécanique a peu de problèmes à ce niveau-là. Par contre, il y a un système de graissage assez complexe avec des larmiers. Donc c'est une feuille de tôle qui permet d'envoyer on va dire le graissage là où on veut, et avec les huiles des anciens temps qui étaient vraiment monogrades et de mauvaise qualité, on avait tendance à boucher ces larmiers. Vous regarderez la vidéo sur ma Dina où j'ai nettoyé les larmiers et j'ai récupéré à peu près 500 grammes de merde avec les 2 larmiers. Donc bah du coup les moteurs étaient plus graissés puis les moteurs cassaient quoi. Voilà, c'est ça le problème. Donc une Panhard, tous les 30 000 km, il faut démonter le moteur, nettoyer les larmiers. C'est un truc simple mais il faut le savoir. Et après il faut bien guetter tout ce qui est fuite à l'échappement et normalement il n'y a pas de souci. Voilà. Là on roule depuis un petit moment, c'est vraiment agréable, il y a une suspension vraiment souple. C'est une voiture donc qui a 60 ans. Moi j'adore. Après, bon, il n'y a aucune sécurité, j'ai même pas de ceinture, vous regarderez, il n'y a pas de ceinture.
Mais bon, voilà, c'est une vieille dame, il faut y aller doucement et elle vous mènera là où vous voulez. Donc là voilà, PL17 L4. Les premières PL17 avaient comme les Dyna, donc les clignotants et les feux sur les côtés. Elles n'avaient pas les beaux feux profilés avec les sourcils comme le capot là. Donc du coup c'était vraiment la cellule du milieu de la Dyna. Et les premières avaient encore les portes suicides. Celle-là n'a pas les portes suicides, elle a déjà les portes qui s'ouvrent dans le bon sens. Voilà. Voilà, donc à l'intérieur, bon, mon père est quelqu'un de très soigneux, donc il a mis une housse pour éviter d'abîmer son siège. Intérieur tout sky, finition grand standing. Donc on a aujourd'hui un tableau de bord qui peut prétendre à pas grand chose, mais à l'époque on avait quand même pas mal de trucs. Là ici on a les essuie-glaces, on a les feux de position sur les côtés. Quand vous arrêtez sur le bord de la route, vous allumez les feux, ça se fait plus sur les voitures d'aujourd'hui. On a les commandes, donc là vous avez plein de commandes, il y a le starter, ici il y a un coupe-batterie, parce qu'une Panhard il n'y a aucun fusible, donc il y a coupe-batterie, et puis après vous avez les réglages pour les chauffages ici. Voilà, donc ça c'est principalement les choses que vous retrouverez sur une Dyna aussi. Voilà, les intérieurs de porte, donc c'est le plus simple possible, mais c'est très bien. C'est une banquette qu'on peut rabattre et qui fait un lit à l'époque. Beaucoup de voitures étaient un peu dans ce style. Donc vous avez une banquette qui se lève et vous pouvez avoir accès directement dans le coffre depuis l'intérieur et faire un lit. C'était une option à l'époque, option banquette. Voilà, donc c'est une voiture qui est principalement fournie d'aluminium. Vous pouvez voir les pare-chocs, tout ce qui est enjoliveur, toutes les garnitures autour. Il y a vraiment peu de plastique dans ces voitures. Même les joncs pour faire les finitions, vous voyez voir, c'est du tissu. Hein. Les seuls caoutchoucs que vous avez, c'est les caoutchoucs de porte et puis la matière synthétique qu'il y a sur les sièges et tout ça. Mais c'est vrai que quand on ouvre une voiture qui a 60 ans, c'est rare qu'on trouve énormément de plastique. Voilà. Donc couleur jaune pamplemousse, c'est rarissime. Le seul défaut qu'elle aurait par rapport à l'origine, c'est qu'elle a un insigne plus récent des PL17 et des 17 d'après. Normalement, il est écrit Panhard, on voit les trous. Mon papa l'avait acheté à l'époque comme ça et il n'a jamais voulu modifier la chose parce qu'il y a eu des trous de fait pour remettre le nouvel insigne. J'aime bien le bruit que ça fait quand ça ferme. Cette voiture pour moi c'est vraiment une partie de mon enfance parce que je l'ai toujours vue dans la famille comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça symbolise pas mal de choses. Je vous mettrai une photo où on me voit tout petit devant chez mes grands-parents. Et la voiture, en fait, elle n'a pas changé. Donc une Panhard qui ouvre la bouche, c'est toute la partie avant qui se lève. Moi j'ai l'habitude d'ouvrir le capot de ma Dyna, le capot de la Dyna en aluminium. Là, elle est en acier, le capot est vraiment lourd. Donc là, on tombe directement sur le bicylindre. Celui-là est flasqué avec une turbine. Vous voyez la turbine, donc qui fait l'intégralité du refroidissement du moteur avec toutes ces coques là. Et ça ressemble un peu au refroidissement d'une coccinelle. La coccinelle, vous avez la turbine derrière qui envoie dans les tôles. Et s'il manque une tôle, le refroidissement se fait mal. Une Panhard, c'est le même principe. Vous avez la turbine devant qui envoie sur tout le moteur. Le moteur est tout petit. Hein. Si vous regardez bien, il va de là à la cloche de boîte là. Donc c'est vraiment un concentré. Mais c'est vraiment un moteur assez performant pour l'époque. Une 2 chevaux ou une 4L à l'époque, on roulait à 80 maximum, 90. Une vieille 2 chevaux, vous rouliez beaucoup moins encore. Et là, la Panhard, vous rouliez à 130 sans problème. Voilà. Donc, l'architecture de la voiture, donc c'est une cellule monocoque, comme vous pouvez voir. Donc, par contre, à partir de l'avant, là, la caisse se finit là. Et vous avez un châssis poutre. Vous avez une poutre que vous retrouvez en bas, là, ici. Et du coup, vous la retrouvez. En fait, la boîte est montée dans cette poutre finalement, et après vous avez une bêta-corne devant, donc un tuyau là, un tube, qui reprend la poutre principale et où vient se monter le pare-choc. Après, le moteur, lui, il est suspendu par ses échappements. Vous voyez, il y a les crosses là, et vous avez des gros cils en bloc qui sont repris sur la bêta-corne. Le moteur, lui, il est tout à fait branlant sur son échappement. En fait, c'est l'échappement qui tient le moteur. Si l'échappement casse, le moteur tombe par terre. Voilà. Seule la boîte, elle est maintenue par un cylindre bloc derrière dans le compartiment de la poutre principale, qui est boulonné par 4 boulons de chaque côté de la caisse. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, aucun fusible. C'est un bornier sans fusible.
Vue de l'arrière avec ces 3 petits feux de chaque côté. Voilà, les échappements donc sortent sur le côté. Voilà. Donc voilà le coffre. Donc vous voyez, mon père a toujours peur de voilà cette famille. Donc il y a de la place dans un coffre de poignard. Donc vous avez la roue de secours. Alors il y avait l'option de l'avoir par-dessus le moteur. Hein. La roue, c'est une roue un peu comme les Dauphines. Vous voyez, elle n'a pas de centre. Du coup, elle est montée sur la périphérie du tambour. Et ça pouvait permettre de pouvoir monter la roue en secours autour du filtre à air sur le capot, sous le capot. Voilà.